Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Une seule édition ce soir, donc voici l'essentiel. C'est un parcours de champion qui se dessine. La Côte d'Ivoire en finale du championnat d'Afrique des Nations de basketball. Les éléphants ont battu les Lions de la Teranga du Sénégal ce samedi. Un score de 75-65. La Côte d'Ivoire ira à la conquête du Dame Coupe face à la Tunisie demain dans la capitale rwandaise. Dans la région de Beké-Botro aura un lycée professionnel, plus de 10 milliards de francs CFA d'investissement, un financement dans le cadre du C2D. Ce centre comporte aussi un projet de formation de masse au métier de développement économique local. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kofi Nguessan, s'est rendu sur le site. Cette triste nouvelle qui frappe la Côte d'Ivoire, Léonard Grogué n'est plus l'acteur et humoriste ivoirien est décédé aujourd'hui. Ce pionnier des séries télévisées en Afrique a joué dans plusieurs films satiriques, dont Comment ça va, la célèbre série longtemps diffusée sur la RTI. Tristesse au domicile du défunt ce samedi. Et puis Cuba a lancé ce vendredi une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Elle concerne les mineurs âgés de 2 à 18 ans, une condition fixée par le gouvernement avant la réouverture des écoles. Il s'agit de doses de vaccins cubains homologuées d'urgence. Le Chinois n'a pas abandonné son hanfou. Le Japonais son kimono, le Marocain son djellaba, le Burkina son faso d'Anfani, le Ghana est fidèle à son kente. Mettre le pagne traditionnel pour se réaffirmer dans la société, un élément d'identification des peuples et des cultures à valoriser pour se distinguer. C'est l'objectif de ce grand marché qui s'ouvre au monde chaque année à Tibissou, le Tiendam Festival. Le commissaire général est l'invité de la page culture ce soir. Bonsoir Ousmane Bané. Bonsoir, M. Okolo Koulibaly. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette 6e édition a vraiment tenu toutes ses promesses? Largement, si on regarde la qualité des invités et vu l'engouement populaire qu'a connu cette 6e édition. Alors, merci Ousmane Bané, qu'on va retrouver tout à l'heure. La suite, ce sera donc après un tour de l'actualité. Merci. Et on commence ce tour de l'actualité par cette bonne nouvelle en sport. C'est un parcours de champion qui se dessine. Côte d'Ivoire, Tunisie. Voilà l'affiche de la finale de l'Afrobasket demain à Kigali. Ce samedi, les éléphants ont battu les Lions de la Teranga du Sénégal en demi-finale. On voit un résumé avec Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Resso. C'est une affiche inédite en finale de l'Afrobasket 2021. Les éléphants basketteurs défieront la Tunisie, championne d'Afrique en titre, ce dimanche 5 septembre à Kigali. Les Ivoiriens ont décroché leur place en finale pour la première fois depuis 2009, après une demi-finale très disputée face au Sénégal. Porté par Matt Costello, 17 points, 12 rebonds, et Nisré Zouzoua, 15 points, 4 rebonds. Les Ivoiriens ont fait la course en tête durant quasiment toute la partie, même si l'équipe d'Ignacio Lescano a dû s'employer pour repousser une sélection sénégalaise revenue dans le coup après un panier à 3 points de Gorgui Dieng dans le 4e quart-temps. Frustré par le réalisme ivoirien, le Sénégalais, meilleur marqueur du match avec 24 points, s'est vu expulsé en fin de partie pour avoir bousculé Matt Costello. Finalement, le duel entre les deux meilleures attaques du tournoi tourne en faveur de la Côte d'Ivoire qui s'impose 75-65. Ce dimanche à 15h GMT face à la Tunisie, Matt Costello et ses coéquipiers tenteront d'ajouter un 3e trophée à leur palmarès après ceux de 1981 et 1985. Vivement donc Dame Coupe demain à Abidjan et la Côte d'Ivoire qui prépare aussi la CAN 2023 de football. Le président du comité d'organisation multiplie les rencontres. Albert François Amicha échange avec le maire de la commune de Yopougon et les champions d'Afrique de 92. On retrouve Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Resso. Entouré de ses plus proches collaborateurs, François Albert Amicha a présenté brièvement le COCAN et ses attributions avant d'informer le ministre Gilbert Kafana Koné du choix porté sur sa commune pour abriter l'une des 3 fan zones de la ville d'Abidjan. Conçue pour accueillir les supporters dans une ambiance festive, la fan zone de Yopougon sera aménagée à la place Figayo sur une superficie de 15 000 mètres carrés. Nous sommes heureux de mettre à la disposition du président l'espace le plus emblématique de notre commune. Il s'agit de la place Figayo. Et nous sommes persuadés que le ministre et le président, sachant bien faire les choses, nous sommes persuadés que nous serons parfaitement satisfaits au moment de l'ouverture de ce grand événement que la Côte d'Ivoire attend.
Les équipements et autres matériels relatifs aux installations des fan zones seront la propriété des communes après l'organisation de la CAN 2023. Dans la matinée, le président du COCAN a tenu une autre rencontre d'échange, cette fois avec les éléphants champions d'Afrique 1992. Des échanges d'une quarantaine de minutes au cours desquels le président du COCAN a souhaité la contribution et l'implication des champions d'Afrique 92 dans l'organisation de la CAN 2023. On vous a décoré, on a tout fait, mais il faut qu'aujourd'hui, partout où vous passez, partout où vous allez, on puisse dire, voilà ceux qui ont honoré la Côte d'Ivoire à un moment donné, et qu'on vous donne la place qui vous revient. Et ça, nous allons nous atteler à cela, afin que, avec ceux de 2015, on puisse vraiment lancer cette campagne de la CAN 2023. Au nom du groupe qu'ils ont guidé au succès final en 1992, Yeo Paul Martial et Alain Guaméné ont réitéré leur engagement à servir le COCAN 2023 pour offrir l'une des meilleures CAN à l'Afrique. Fin de la deuxième édition de l'émission radiophonique des vacances, elle est consacrée à la révélation des futures graines de commentateurs sportifs. C'était à Nangui, dans le département d'Azopé. Talent des sports de Radio Côte d'Ivoire a son lauréat pour cette année 2021. Il se nomme Pacom Yapo Akichi. Le reportage de Franck Wadio. En 2021, le Talent des sports revient au candidat numéro 5, Akichi Yapo Pacom. Des raisons d'exprimer sa joie pour Pacom Akichi Yapo. Après plus de 3 heures de compétition, nous sommes à Anangui, dans la région de la Mi. Quelques heures auparavant, le stade du village accueillait la finale de la deuxième édition du Talent des sports, émission vacances de la rédaction sportive de Radio Côte d'Ivoire. Je voulais ici qu'on applaudisse très très fort ce bouillant monsieur. Talent des sports, un creuset de révélation des talents chapeauté par Idriss Konaté, chef du département des sports et président du jury pour cette saison, avec lui Rachid Nguessan, journaliste, et leurs équipes. On a connu les Kanté Boubacar, Daniel Compaoré, Jean-Baptiste Kakoubi. Il faut savoir passer le relais. Et c'est ce que nous essayons de faire en dénichant, n'est-ce pas, ces oiseaux qui peuvent être des oiseaux rares. En plus des informations que nous avons eues, nous sommes partis sur le tas. Et le talent est à trouver. Et je pense que Radio Côte d'Ivoire, au-delà même du jeu concours, offre une clé d'emploi à tous les gagnants. 5 candidats au départ pour cette finale sur une centaine au démarrage le 28 juillet dernier. L'écriture journalistique, la culture sportive et la narration sont les 3 épreuves. Nous venons d'entendre l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Une rencontre de football commentée par chacun des candidats et en attraction, la seule femme candidate du groupe, Mireille Daté. Et on joue proprement dans le camp de Valentin FC. La jeune dame qui ne démérite pas. Elle remporte le trophée de la meilleure culture journalistique et obtient la 3e place. Eric Kwame est le meilleur narrateur. L'amour pour le métier, en tout cas l'amour pour le micro, a commencé depuis très longtemps parce que je suis catholique et j'ai commencé à l'église d'abord, à commenter les matchs. Satisfaction donc pour tous, l'édition 2021 est appréciée. Aujourd'hui, le sport est facteur de rassemblement, est facteur de paix. Et on a vu ce soir de beaux talents et on pense que la relève est assurée. Talent des sports, la RTI, après la proclamation des résultats, poursuivra l'encadrement des lauréats. Il s'agit à terme de faire éclore des journalistes sportifs formés sur tous les aspects de la profession. Je vous conduis dans la région de Béké. Un lycée professionnel voit bientôt le jour à Botro. Il comprend également un projet de formation à plusieurs métiers pour le développement économique local. Sa mise en œuvre va coûter plus de 10 milliards de francs CFA. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle était sur le site. Kader Sokodogo. Dr Kofi Nguessan a retiré sa veste. Botte aux pieds, lui et sa délégation peuvent ainsi entamer la visite du site réservé pour la construction du lycée professionnel sectoriel de Botro. En 2013, lors de son passage à Botro, le président de la République, Alassane Ouattara, avait pris l'engagement de doter ce département d'un instrument pour une meilleure pratique de l'agriculture avec des revenus améliorés. Grâce à un financement de plus de 10 milliards de francs CFA, acquis dans le cadre du CEDD, cette promesse est aujourd'hui une réalité.
Un site de 25 hectares, dont la purge coutumière a été effectuée, va abriter un lycée pour des formations diplômantes et qualifiantes. Je suis venu personnellement avec l'équipe pour voir l'implantation du prochain lycée agricole de Botro, qui sera financé sur le CDD, sur le contrat de développement, un projet pour lequel la France accorde son appui à la Côte d'Ivoire. Ce lycée permettra de former des jeunes au CAP, au BT et probablement au niveau supérieur. Les travaux sont en train de démarrer puisque vous avez vu l'équipe qui est en train de faire des relevés topographiques. Le financement est assuré. Botro tient ainsi un instrument majeur pour son développement. L'avenir appartient à la jeunesse. Mais en quoi cette jeunesse peut apporter son savoir? C'est ça en implantant des écoles de proximité. Je veux exhorter mes compatriotes à la cohésion, de vivre ensemble, comme le président de la République. La population de Botro veut aller vite en attendant la construction du lycée. Le maire met à la disposition du gouvernement des salles de classe pour permettre le démarrage des formations dès cette rentrée. Le ministre Kofi Nguessan, avant de quitter Bouaké et le Béquet, a visité le centre de formation professionnelle d'Afotobo Beomi qui sera construit sur un nouveau site, le centre céramique et le centre de formation professionnelle de Katiola. Il faut le rappeler, sa mission dans la région de Béquet est effectuée dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-2022. Une autre mission, celle de la lutte contre la vie chère. Les commerçants s'engagent heureusement à jouer leur partition. Ils définissent alors le cadre d'intervention pour permettre aux populations de payer le juste prix. Ils ont reçu leur feuille de route qu'on voit avec Dangui Dangui. Chacun des 15 membres de la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère a reçu un kit composé de sa feuille de route et des tests relatifs au cadre juridique et institutionnel dans lequel cet instrument de lutte contre la vie chère évolue. La FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, se dote de cet instrument piloté par Soumaoro Farikou, par ailleurs député maire de la commune d'Adjamé, pour participer à la lutte contre la cherté de la vie. En tant qu'acteurs du commerce, nous devons de prendre les choses en main afin d'apporter des solutions, afin de faire des propositions au gouvernement pour que nous puissions maîtriser cette cherté de la vie. Ainsi engagés sur le front de la lutte contre la cherté de la vie, les commerçants veulent contribuer à la recherche et à l'application de solutions durables à la problématique de la vie chère et faire des recommandations au gouvernement sur toutes les questions relatives à la flambée des prix sur le marché. On parle de cohésion sociale dans le Morono. L'Anouanzé Festival de Timélécro a pris fin dimanche. Cette tribune, saisie par l'inspecteur général d'État pour lancer un appel de paix aux populations de la région, Théophile Awandoli exhorte au rassemblement pour le développement de la localité. Moussa Konaté. Château d'eau des villages de Goinou, Diébako et Diangobo et d'autres villages dans la région de Morono. Bientôt, le bitumage des routes Mbato Anoumamba, Seti et Timélécro Séré Bissou, autoroute, pour le bien-être des populations de la région. Selon Awandoli Théophile, fils de la région, la poursuite de ces actions de développement découle aussi de l'union des cadres et des chefs traditionnels. À mes parents de Timélécro et d'Anoumamba, ainsi qu'aux cadres. Les cadres, je vous invite à l'union sacrée. Oui, à l'union sacrée, autour d'un seul parti politique, le parti du développement. Appuyé des autorités locales, Théophile Awandoli invite les populations à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara. Oui, fédérez vos énergies, vos intelligences, pour que nos villages puissent aller de l'avant. S'il vous plaît, serrons-nous. Au nom de nos parents qui nous ont mis à l'école pour que nous venions les aider. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli et plusieurs cadres du Morono ont eu une séance de travail avec 25 chefs de village des cantons Ayali et Amatien qui forment les deux sous-préfectures de Timélécro et Anoumamba. Ils ont été entretenus sur la nécessité de leur implication dans la préservation d'un climat de confiance entre les populations.
Il est aussi question de cohésion sociale dans la région de la Maraoué. La Fédération pour la paix universelle est active sur le terrain. Elle prépare le sommet mondial prévu bientôt en Côte d'Ivoire. Une cérémonie tenue à Bouaflé. Cette rencontre a permis de distinguer plusieurs personnalités locales pour leurs actions de paix. Léon Brou. Le préfet de la région et un opérateur économique, soit deux personnalités d'une ZI, fait ambassadeur de paix. La Fédération pour la paix universelle trouve que la vie de ses récipiendaires conjugue les 5 principes fondamentaux de paix, à savoir entre autres que ces personnalités s'illustrent bien au quotidien dans le règlement ou la prévention des conflits. Quand nous embauchons des gens, quand nous prenons des gens dans nos activités, quand nous prenons des gens pour aller travailler, c'est une manière aussi pour nous de pouvoir participer à la paix. Parce que c'est le chômage qui amène les gens à pouvoir recruter les gens pour venir faire la guerre. Je ne pensais pas recevoir une telle distinction, d'où véritablement ma grande joie. Ça nous donne encore beaucoup plus de tonus pour faire ce que nous avons déjà l'habitude de le faire encore avec beaucoup plus d'engagement. Cette distinction, comme le montre cette signature de la Charte de la paix par les participants au terme du sommet d'UNZI. Les travaux révèlent d'importants atouts humains, socioculturels et économiques qui, mis en valeur, favorisent le développement de la région et l'épanouissement des populations, mais à la condition d'une paix durable, indiquent unanimement acteurs de médiation, chefs coutumiers, jeunes et femmes, à la barre pour partager leurs attentes, expériences et contributions sur le thème de la paix, l'interdépendance et le développement local. La paix, c'est un préalable à tout. C'est dans le comportement des gens. Et la paix est le socle de la cohésion sociale. Nous sommes appelant donc les élus, les responsables politiques, la jeunesse, les femmes, la chefferie traditionnelle et tous ceux qui sont les acteurs prépondérants de ces régions à coaliser autour de la paix pour que la Côte d'Ivoire ait la chance d'abriter l'année prochaine son premier sommet africain sur la paix, qui va avoir la participation de toutes les sommités mondiales de la paix. Les retombées seront vraiment, formidables pour la Côte d'Ivoire en termes de réconciliation, en termes de cohésion nationale et sociale, et surtout en termes de paix dans notre pays. Tous représentés, le ministre Paulin-Claude Danho et le secrétaire d'État Lataï Nguessan Kofi, ainsi que la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, respectivement coparrains et patrons du sommet régional d'UNZI sur la paix. L'association des jeunes de Yopougon-Niangon Nord prône aussi la paix et la cohésion sociale. Une journée de sensibilisation organisée. Et ces jeunes veulent préserver le vivre ensemble. Serge Coléa. Yopougon-Niangon au nord d'Abidjan. Au terrain Éden de la cité, enfants, jeunes et vieux ont investi les lieux. Tous participent à une campagne de sensibilisation sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. L'initiative est de l'association des jeunes de Yopougon-Niangon Nord. L'idée est de contribuer à préserver le climat de paix qui prévaut dans la commune. Apparemment, dans notre quartier, il y avait cette crainte du voisin, cette méfiance du voisin. Et il fallait enlever cela. Cette sensibilisation de masse a été faite dans cet objectif-là. Et vous constatez qu'aujourd'hui, tous les parents sont sur la bâche. Les voisins, d'ailleurs, même les parents des autres quartiers sont venus. Florentin, un des premiers habitants de Niangon Nord, se réjouit des messages de paix véhiculés par l'association. L'initiative est bonne parce que ça permet à tout le monde de se retrouver, de se côtoyer. C'est une manière de vivre ensemble, de faire dans la fraternité. Ici, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas de joie. Et on a besoin de la paix pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir continuer à s'amuser comme il se doit. Voilà, donc la paix est mon partage de tous les jours. Cette journée de sensibilisation s'est muée en rendez-vous sportif doté du trophée Fraternité pour justement cultiver cet esprit de rapprochement et du vivre ensemble. Benzo qui trouve son intérêt assez rapidement par le numéro 10 de Silla. Le trophée a été remporté par Silla FC 3-2 devant Fenzo FC dans un esprit convivial et fraternel. Et dans l'actualité politique, la direction exécutive du RHDP rencontre les militants de la commune de Méagui. Ils font le bilan des activités de mobilisation et d'implantation du parti des oufouettistes dans le département. Jean-Marc Diadji. La section du RHDP mobilisée dans la commune de Méagui. Ces militants de base ont répondu présents
à l'appel de la direction exécutive représentée par l'honorable Siaka Ouattara. Une entrevue qui vise, selon lui, à faire le bilan de l'implantation du parti dans la localité et à encourager les membres. Après échange, les militants de Méagui se disent prêts à faire rayonner l'image de leur parti. Nous souhaiterons travailler encore d'arrache-pied pour que le RHDP soit victorieux sur tous les plans. Ça a été une séance très enrichissante. On retient surtout qu'il faut se mettre ensemble parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut bâtir un parti fort. Siaka Ouattara a rassuré les responsables locaux de la disponibilité de la direction à répondre à leurs besoins. Un parti comme le RHDP doit à un moment donné s'arrêter pour faire sa mue avant de pouvoir reconquérir, avant de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et ce que nous avons constaté à Méagui, c'est que toutes les structures sont en place. La mission d'appui et de soutien conduite par Siaka Ouattara sillonnera toute la région de la Nawa. Elle est la 26e étape sur les 39 prévues dans la circonscription. Et on ouvre la page consacrée à la culture dans ce 20h. FEMUA 13, c'est du 7 au 11 septembre 2021. Avant cet événement, le commissaire général du festival s'active à Salfo et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jops von Kirchmann, était sur le site de ce rendez-vous de la musique urbaine. Ils ont suivi les préparatifs de la fête prévue à l'INJS de Makori. Issa Tionayo. Vérifier le dispositif sanitaire et sécuritaire à 72 heures du démarrage de la 13e édition du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo. C'est ce que viennent de faire à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, le commissaire général à Salfo et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, partenaires de l'événement. Tous les points stratégiques sont visités. Aujourd'hui, c'est la dernière reconnaissance du terrain. Nous sommes venus pour que chaque corps constitué puisse prendre ses repères, pour que nous puissions nous accorder sur les différents dispositifs à mettre en place. Ce FEMUA se déroule en pleine recrudescence de la pandémie du coronavirus. Des dispositions particulières sont donc prises pour rassurer. Nous avons donc décidé que sur le site même du festival, il y ait un centre de vaccination. Le FEMUA, c'est au moins 50 000 à 70 000 personnes par jour. Et nous savons que cette année, nous allons tourner en 24 heures, puisqu'il y a le FEMUA Kid et puis il y a pour les personnes âgées. Donc, nous invitons les populations déjà que leur demandons que toutes les dispositions sont prises pour qu'ils puissent avoir le vaccin sur place. Le festival, cette année, va consolider les liens existants entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. C'est une plateforme de jeunes. Et ici, aujourd'hui, on a visité les chapiteaux européens qui va se construire ici, où on va avoir un thème après l'autre. On commence avec la cohésion sociale que la culture peut faire, mais on discute les changements climatiques, on discute l'emploi, l'importance de l'emploi pour la jeunesse. Mais à l'intérieur de notre chapiteau aussi, on va mettre à disposition avec les États membres toutes les activités qui peuvent intéresser la jeunesse en Côte d'Ivoire et en Afrique globalement. Le pays invité d'honneur pour ce FEMUA 13 est le Sénégal. Le commissaire général du festival, Assalfo, était à Dakar à l'invitation des acteurs culturels de ce pays. Au cours d'une conférence de presse, il assure les artistes sénégalais des dispositions prises pour la réussite du festival. Le lead vocal du groupe Magic System a été également reçu en audience par le président de la République, Macky Sall. Il était important que nous venions de manière officielle lui donner tous les détails sur la tenue du festival. En dehors de cela, le président Macky Sall est un grand homme pour la sous-région. Donc il fallait aborder aussi certains sujets liés à la culture avec lui. Nous avons échangé. C'est quelqu'un qui a une belle vision et, pour les perspectives concernant la culture en Afrique. Le FEMUA 13 est prévu du 7 au 12 septembre 2021. On reste avec Issa Tionayo, cette fois en littérature, et vous avez de quoi renforcer la bibliothèque. J'ai vu sa bonté, c'est le titre d'un livre récemment présenté. J'ai vu sa bonté, un récit édifiant de Léa Niaouré Kassi, témoignage en 80 pages d'une guérison miraculeuse, édité par les sœurs Pauline. L'auteur veut partager son histoire avec les membres de sa communauté et leur délivrer un message de foi et d'espérance. Ecclésiastique 38, versets 1 à 15.
Il faut voir les médecins parce que c'est Dieu qui a donné la sagesse aux médecins. Pendant ce temps, pendant qu'on est malade, qu'on est souffrant, il faut aussi se libérer des péchés. Il faut se confesser, pardonner et se confesser soi-même. Et ensuite, croire que le Dieu, les prières qui ont été faites guérissent. Les proches de l'auteur venus prendre part à la dédicace de cet ouvrage sont touchés par son histoire. C'est vrai que ses collègues m'avaient dit qu'elle avait subi des interventions lourdes, qu'elle avait été très malade, mais je n'avais pas imaginé que c'était à ce point où elle avait un pronostic vital, où elle devait mourir, tout ça, je n'avais pas imaginé. Donc je suis content d'être ici aujourd'hui. Durant cette difficile épreuve de maladie, l'auteur, par ailleurs membre de la communauté Mère du Divin Amour, a pu compter sur le soutien de son père spirituel. Que vous soyez musulman, chrétien ou même animiste, on a besoin de l'espérance. Quand je la voyais dans cette grande souffrance, la seule chose que je lui disais, Dieu ne peut pas t'abandonner. Et un cancer au pancréas, qui est une partie très très délicate, un organe très délicat, donc nous avons prié, moi j'ai fait confiance à mon Dieu, mais j'ai fait aussi confiance à la science, parce que moi je crois aussi à la science. Ainsi, comme le Christ, Léa Niaouré Kassi est une preuve vivante de la manifestation de la bonté divine. Une partie des revenus de la vente de l'ouvrage sera destinée à des œuvres caritatives. À Montezo, comme dans toutes les localités en pays acquis, les célébrations culturelles sont de fortes expressions de cohésion sociale. Et particulièrement l'une d'elles, la danse akende, exclusivement exécutée par les femmes. Dans ce village, de façon périodique, sortent les différentes promotions des danseuses. Cette danse qui exprime la vitalité de la femme et célèbre l'esthétique. Franck Adio. L'heure avancée est lente et sûre. Ces femmes constituent la 5e promotion des danseuses de l'Akende. Montezo, un pays acquis, vibre cet après-midi au son du grand tambour porté par une femme. Au cortège de s'ébranler à travers les ruelles du village, la sortie de l'Akende est un événement particulier ici. L'apprentissage aura duré 3 années. C'est une danse que les femmes ont créée pour se réjouir du retour de leur époux des travaux forcés. Il y a 6 catégories de danseuses de l'Akende. Les comias en charge de la guérison, les éclaireuses qui écartent le danger, les porteuses de miroirs et les porteuses de statuettes pour la bénédiction et l'onction des ancêtres. Il y a aussi ces femmes vêtues de façon singulière, les porteuses de fusils, sans oublier les chanteuses et les tambourineurs. Tout dans le processus de l'Akende participe d'une fonction précise et les fils de la localité s'y reflètent joyeusement. Quand j'étais un peu petite, j'ai vu ça. Là, c'est la 2e fois que je vois ça. Vous savez, c'est de génération en génération. La même danse se pratique à Montezo, à Grand Talépé, je pense même à Outouré. En tout cas, dans tous les villages. Difficile de connaître un développement durable sans la culture parce qu'il est important d'évoluer avec nos us et coutumes, donc notre culture. C'est ce qui fait notre identité en réalité. Processions et manifestations publiques, l'Akende se décline sous toutes les coutures. Le village de Montezo a vu s'exprimer ici la première promotion de danseuses en 1942. Et les nouvelles entendent maintenir haut le flambeau. Ce voile noir sur le cinéma ivoirien, c'était un pionnier des séries télévisées en Afrique. Disparition de l'homme du film satirique Comment ça va? L'acteur et humoriste émérite Léonard Grogu est décédé. Une équipe de la RTI s'est rendue au domicile du défunt. Tristesse et désolation. Les familles biologiques et artistiques pleurent cette icône nationale du cinéma. Serge Pacom Didi, Issa Tionayo. Les artistes comédiennes, Delta et Jojo ici, pleurent leur père. Léonard Grogu, celui-là même qui les a révélés à travers la série Comment ça va? Léonard Grogu, pionnier des séries télévisées en Afrique, a quitté le monde des vivants dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 septembre à la polyclinique de Deux Plateaux.
Tristesse, désolation, pleurs au domicile de l'artiste. La famille est inconsolable. Papa n'est plus. Depuis 1 an, il était malade. Il a souffert aussi des opérations, tout ça. Et puis, la maladie l'a emporté. C'est très difficile pour tout le monde. Il y a 2 semaines, on l'a transféré dans une clinique de la place. De là-bas, ils ont demandé de l'envoyer dans une autre clinique. Nous sommes allés, là ils ont brossé un tableau clinique sombre, que c'était une métastase cancéreuse. Il ne peut pas s'en sortir. Et donc, plus ou moins, la nouvelle était attendue. Mais on se disait que jusqu'au dernier jour, Dieu pouvait faire le miracle. Malheureusement, ça a éteint. Léonard Grosguier, qui a fait le beau jour du théâtre, est une véritable bibliothèque pour les planches. En Côte d'Ivoire, il a révélé de grands noms du monde des arts, tels que Magnéto, Babiento, Dandéman, Léa Dubois, Akoué et bien d'autres. Grosguier était pour nous un papa qui, au niveau du cinéma, qui nous a éduqués, sur le cinéma qui nous a appris, un formateur. Et aujourd'hui, il est parti. Je pense que la Côte d'Ivoire vient de perdre un grand artiste. Ce que le monsieur là, il a fait pour moi, personne ne l'a fait. Il m'a tout appris. S'il ne m'a pas pris, on me met dans son film, dans ses sketchs de comment ça va. Ma vie, elle est comment? Originaire de Dalois, précisément de Belleville, Léonard Grosguier quitte le monde des vivants à l'âge de 82 ans. Léonard Grosguier, cet immortel qui s'en va. Et nous retrouvons notre invité de la page culture, Ousmane Bané, commissaire général du Tiendon Festival. Cette rencontre culturelle de promotion du pain qui se tient à Tibissou. Alors, Léonard Grosguier, c'est un acteur qui vous a marqué. Absolument. Pour les gens de ma génération, c'est une vraie icône du cinéma et du théâtre. Je voudrais, en tout cas à ce moment précis, présenter toutes mes condoléances à sa famille et dire que l'homme n'a pas vécu inutilement, puisqu'il a permis au théâtre et au cinéma ivoirien de bouger sur les scènes nationales et les scènes internationales. Tout à fait. Alors on va parler à présent du Tiendon Festival. Ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas seulement le pagne baoulé qui est à l'honneur à l'occasion de ce festival. Il y a aussi d'autres étoffes, Sénoufo, Yacouba, etc. Absolument. Le Tiendon Festival a pour objectif de promouvoir le pagne traditionnel et la tenue traditionnelle. Pas spécifiquement le pagne traditionnel de Bomizambo et de Kone Yaokro, qui est le pagne baoulé, mais aussi le pagne Sénoufo, le pagne Gouro, le pagne Dan. Et cette année, nous avons eu la chance de recevoir avec nous des Ghanéens pour faire la promotion aussi du Quinté. D'accord. Alors, tisser, c'est la première source de revenus dans la tribu Bomi, notamment à Bomizambo et à Kondé Yaokro. Économiquement, sur le plan purement économique, qu'est-ce que ça a rapporté ce Tiendon aux artisans? Alors, c'est un moment de très bonnes affaires pour les artisans parce que nous recevons chaque année autour de 30 000 festivaliers et cela permet aux artisans de faire de bonnes affaires. Mais en réalité, il faut voir au-delà de l'événement. Oui, sur ces affaires, est-ce que vous arrivez à quantifier justement les transactions, financièrement parlant évidemment? Oui, nous arrivons à quantifier un tant soit peu pour toute l'année. Sur la période du festival, totalement, puisque les stands qui sont installés permettent de vendre et nous faisons le point avec les différents exposants pour savoir exactement combien de pagnes ont été vendus, combien d'articles ont été vendus. Mais le poids économique même du pagne traditionnel, du pagne baoulé dans la région, il n'est pas totalement connu, mais moi je peux vous affirmer que pour les seuls villages de Kone Yaokro et de Bomizambo, le chiffre d'affaires
que nous pouvons avancer annuellement et tourne autour de 200 à 250 millions de ventes de pagnes. Ça, c'est ce qui se vend sous les hangars. En réalité, il y a beaucoup d'autres pagnes qui se vendent en dehors de la coopérative. Et donc, nous pensons que c'est vraiment une activité qui fait vivre les populations. Vous l'avez dit tantôt, c'est la première source de revenus des adultes hommes. Oui. Alors, Issa Tchodan Yeo était à Tiendan, il a suivi le festival. On voit donc son reportage et on se retrouve. Kondé Yaoukro et Bomuzambo, deux villages du canton Gomi situés dans le département de Tchébissou, reconnus pour la valorisation et la vulgarisation du pain baoulé. Des jeunes tisserands sur place ne manquent aucune occasion pour montrer leur savoir-faire. Ils ont de créer un motif à l'aide du caoutchouc. Après, on essaie de noircir et on passe au tissage. Instauré depuis 6 ans, le festival Tiendan leur permet de valoriser le pain traditionnel baoulé. Pour un résident de ce village, quand on s'intéresse au métier, on apprend facilement. C'est un métier qui nourrit son homme. Les prix des pains diffèrent en fonction de leur qualité. Un commerce que les vendeurs mettent à profit pour se faire de bonnes affaires. Le festival fait que nous connaissons beaucoup des gens qui viennent demander, connaître nos pains et la valeur de nos pains. Se félicitant de l'esprit de créativité des jeunes artisans, Raymond Goudou Kofi appelle à la cohésion. Il n'y a pas de développement sans cohésion sociale et sans paix durable. C'est pourquoi je voudrais, à vos côtés, jouer ma partition à la réalisation d'une véritable et solide cohésion sociale dans notre district. La 6e édition du festival Tiendan, qui vient de refermer ses portes, a montré que le pain baoulé reste une valeur sûre d'un pan important de la culture en Côte d'Ivoire. Alors, on remarque tout de suite que votre tenue qui change nous indique que le pain baoulé, c'est aussi plusieurs types, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où on résume le tout par kita ou kente. Le kita ou le kente sont en réalité des pains ghanéens. Dans la nomenclature des pains en pays baoulé, le tani, il y a deux types de pains. Il y a les pains qui sont passés au bain, c'est-à-dire à la teinture de façon artisanale, et il y a les pains dont les fils sont teints de façon industrielle. Alors là où on retrouve le plus de gamme, et c'est ça la spécificité du pain baoulé, c'est que vous avez beaucoup de produits, beaucoup d'offres dans la gamme des produits courants. Donc vous avez des noms très significatifs de pain avec des différentes couleurs, des motifs très beaux. Il y a des pains modernes ici qui portent des noms assez célèbres. Goudou Raymond, comme Anouloto. Nous avons aussi Obama. Et puis, il y a des anciens pains qui sont extrêmement prisés aussi. Vous avez Aramin Diafa, qui veut dire, traduit littéralement en baoulé, si vous me divorcez, je ne mangerai pas la boue. Anati Tiaodia Osu, c'est Atia Natiodia Osu, c'est-à-dire, si vous marchez, faites attention à là où vous mettez les pas, qui veut dire soyez prudents. Et puis voilà, il y a plusieurs noms comme ça. Mais dans l'autre gamme, parce que je disais, il y a deux gammes. Première gamme. Oui, ça c'est la première gamme des pains courants. Dans la deuxième gamme des pains, il y a qui est Adjaledos, c'est-à-dire le moment du mariage. Donc ce sont des pains de très bonne qualité, c'est la gamme intermédiaire. Et puis il y a la gamme supérieure où on trouve le Kweta et le Nakafian. Le Kweta et le Nakafian, ici ma tenue qui est un beclou est fait de... Pour ceux qui ne connaissent pas tout cela, comment on fait la différence quand on regarde le pain? Comment on arrive à les distinguer? Alors, on les distingue à travers les motifs. Comme je disais tantôt, les premiers pains sont teints traditionnellement. Et les pains de qualité supérieure sont teints de façon industrielle. Ça, vous l'avez dit, on l'a compris. Oui, est-ce qu'au niveau de la texture, est-ce qu'au niveau de la disposition des différents motifs, ça peut permettre de reconnaître ces qualités que vous avez citées tout à l'heure? Vous verrez que les pains d'une certaine qualité ont une certaine brillance, alors que les autres pains sont un peu mat, ont une certaine brillance. Et ces pains-là, de façon abusive, les tisserands disent que ce sont des pains qui sont faits en fil de soie, mais en réalité, ce sont des pains qui sont faits en fil de coton avec un mélange d'un peu de synthétique. Alors, au niveau de tout ce que vous avez cité, il y a justement un problème de fixation des couleurs et plusieurs personnes, justement, s'en plaignent. C'est quoi le problème?
Alors, le problème de la fixation de couleurs, il existe effectivement, mais il faut relativiser. Il faut relativiser parce que le problème de la fixation de couleurs, c'est sur un certain nombre de pagnes. Ce n'est pas sur tous les pagnes et ce n'est pas dans toutes les contrées qu'on rencontre le problème de la fixation des couleurs. Mais il est clair que les pagnes seront davantage compétitives si tous les tisserands, tous les artisans maîtrisaient le processus de la fixation des couleurs. Parce qu'il y a certains pagnes, effectivement, qui dégorgent dès le premier passage au bain, ces pagnes dégorgent. Mais je notais tantôt qu'on a des pagnes d'une certaine qualité, les Adjaledor, les qualités supérieures, ce n'est pas très courant aussi. C'est peut-être ce qui est beaucoup plus populaire que les populations ou les personnes abordent le plus. Donc c'est là où il y a le problème. Qu'est-ce que le festival peut faire justement pour résoudre le problème ? Alors déjà, il faut noter que nous essayons de renforcer les capacités des différents tisserands par l'échange de pratiques. Et chaque année, nous invitons au festival différents tisserands et la collaboration, les échanges entre ces différents tisserands permettent effectivement aux tisserands d'apprendre des pratiques des uns et des autres dans le cadre de la fixation de la couleur. Et nous avons aussi eu une collaboration avec une structure américaine qui nous a donc permis de former un certain nombre de tisserands sur la fixation de la couleur. Je pense que dans les années à venir, avec le concours des uns et des autres, la problématique de la fixation de la couleur sera une histoire qui sera derrière nous. Alors, il y a un autre problème, c'est le mode de production. Depuis des générations, on constate que c'est vraiment la même façon de faire, de produire du pagne. Pourquoi on n'évolue pas sur la chaîne de production? Pourquoi on ne mécanise pas aujourd'hui? Vraiment, on est au XXIe siècle. Pourquoi on ne mécanise pas ce mode de production? C'est clair que c'est un des challenges parce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir affirmer effectivement que le pagne se vend bien. La demande commence à devenir de plus en plus forte. Les commandes s'enchaînent chez les différents tisserands et il sera important que les tisserands puissent répondre effectivement à la demande de plus en plus croissante. Est-ce que vous en avez parlé avec des industriels? Sont-ils intéressés, oui ou non? Oui, je me dis que si on se retrouve avec les industriels, nous ne sommes plus avec les artisans. C'est vraiment de la production artisanale. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être de moderniser la production, les instruments de production pour que ces artisans puissent produire en quantité et en qualité pour répondre aux besoins des populations. C'est vraiment de la production artisanale et non pas de la production industrielle. Alors, il y a combien de pagnes qui sont aujourd'hui en termes de production de façon annuelle? Est-ce que vous avez des chiffres? Non, nous n'avons pas de chiffres, mais j'ai une anecdote là-dessus. C'est que pour l'exposition universelle à Dubaï, il y a un partenaire de l'État de Côte d'Ivoire qui m'avait contacté et qui m'a dit qu'il avait besoin de 50 millions de pagnes de la qualité Adjaledor, Nakafian et Peta, qui est la qualité supérieure. Exactement, qui est la qualité que nous pouvons présenter, à mon sens, à l'extérieur et qui pourrait vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Et j'ai fouillé dans les 3 villages où cette qualité-là est produite, nous n'en avons trouvé que pour 7 millions. Et pour 7 millions, le partenaire... Vous étiez vraiment loin du compte. Oui, absolument. Et le partenaire a dit que pour 7 millions, puisqu'ils vont pour une exposition de 6 mois, que ce n'était pas la peine. Effectivement, je pense que nous avons un problème de production à grande échelle, mais je pense... Mais vous êtes le commissaire général, alors vous posez un problème justement qui vous arrive à vous. Et c'est peut-être très intéressant, pas pour m'en réjouir, mais ça... Qu'est-ce que vous avez fait alors quand vous avez constaté ça? Entre 50 millions et 7 millions? Mais pour nous... ça devrait être pénible à vivre, ça. Oui, mais ce que nous tentons de faire déjà, comme j'ai dit, c'est vraiment de rencontrer les structures qui peuvent permettre d'améliorer les instruments de production afin qu'on puisse produire en quantité et en qualité. Je dois avouer aussi que c'est un secteur qui est fortement pourvoyeur d'emplois et donc il y a beaucoup de possibilités d'insertion. Je pense que si on a davantage de tisserands, on aura davantage de production. Et nous avons tenté une expérience avec le conseil régional de l'IFU où nous avons formé 23 jeunes au tissage du pagne traditionnel, baoulé. Il est clair que si nous multiplions, si nous améliorons les instruments de production et que nous multiplions les acteurs, les tisserands, il est clair que nous pourrons faire des offres d'une certaine quantité au niveau de la population. Alors, merci.
Monsieur Ousmane Bané, commissaire général du Tiendon Festival, un événement de promotion du pagne avec qui on a évidemment parlé de la 6e édition qui vient d'ailleurs de se tenir. Merci et disons vive l'édition 2022. C'est bien moi qui vous remercie et je voudrais profiter pour remercier la RTI, très rapidement pour remercier la RTI pour l'opportunité qu'elle nous a offerte, mais surtout remercier le directeur général de la RTI qui lui-même a toujours porté ce festival en cœur, en plus de toutes les autorités locales et nationales qui nous soutiennent dans ce combat pour la promotion de nos pagnes. Merci. Et un mot sur la lutte contre la Covid-19, Cuba a lancé ce vendredi une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Elle concerne les mineurs âgés de 2 à 18 ans, une condition fixée par le gouvernement communiste avant la réouverture des écoles. Le pays est confronté à une hausse de cas qui fait tanguer son système sanitaire. Il s'agit de doses de 2 vaccins cubains dont l'Agence de régulation des médicaments a annoncé avoir donné l'autorisation en urgence. Voilà qui met un terme à ce journal, la seule édition de ce soir en raison de la finale de Miss Côte d'Ivoire. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, le sage nous apprend que si tu sais que ce que tu portes sur la tête peut tomber, tu le soutiens de la main. Dieu le voulant, on se retrouve demain.